contemporain est accessible? Alors, je pense qu'en premier, il faudrait qu'on définisse le mot contemporain. C'est une très bonne question. Historiquement, l'art contemporain, ça englobe quand même une énorme portion des œuvres depuis 1945. Mais après ça, concrètement, quand on parle d'art contemporain, de quoi on parle? On parle simplement d'art actuel. Ce qui se fait en ce moment, ce qu'on peut voir dans les galeries, dans les musées d'art contemporain, évidemment, mais aussi dans les autres formes de musées, juste tout ce qui se fait actuellement. Puis il y a beaucoup de gens que, justement, quand ils parlent de contemporain, ils vont dire moderne parce qu'ils pensent que moderne, c'est ce qu'il y a de plus récent. Est-ce que tu penses que tout le monde peut comprendre l'art contemporain? En partant, moi, je pense que cette question-là, comme je te disais tantôt, c'est une attrape. C'est-à-dire que de dire l'art actuel, est-ce que c'est accessible? Mais c'est comme de dire que tout ce qui se fait actuellement, ça rentre tout dans le même bateau, c'est exactement tous le même type d'œuvre d'art, ce qui est faux. Il y a un spectrum vraiment d'un extrême à l'autre. Et est-ce que de dire que tout ce spectrum-là est accessible? Je pense pas. Je pense que oui, il y a des œuvres qui traitent de sujets qui sont un peu plus faciles à comprendre, si on veut. Par exemple, le bien et le mal, qui vont parler des relations interpersonnelles, qui vont parler de sentiments, qui vont parler de plusieurs choses que tous les êtres humains vont vivre ou ont vécu à un moment ou un autre dans leur vie. Ça, oui, je pense que c'est accessible. Et pourtant, c'est de l'art contemporain. Ensuite, ça ne veut pas dire que tout est accessible parce qu'il va y avoir certaines œuvres dans lesquelles on a besoin des codes finalement, certains codes pour vraiment bien comprendre. Ça va? Oui. Je pense juste à un genre de comme un Morse code. Genre, avant de rentrer dans le musée, il faut comprendre les 5 codes. Le code Morse. Mais non, c'est ça. Tu sais, si par exemple, j'utilise des symboles qui font référence soit à une période dans l'histoire de l'art ou à un événement précis ou à un sujet hyper précis, si le spectateur n'a pas la référence, nécessairement, ce ne sera pas accessible. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'apprécier. Après ça, il peut l'apprécier pour des qualités esthétiques ou autres, mais il ne comprendra pas, ça ne sera pas nécessairement accessible. Est-ce que j'ai une question? Parce que tu dis, il peut peut-être l'apprécier. Puis je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a différentes façons d'apprécier une œuvre d'art. Puis il y a différentes comme étapes. Il y a des couches. Genre une appréciation esthétique, une appréciation intellectuelle. Puis ensuite de ça, peut-être encore plus loin. Conceptuel. Exactement. Alors là, c'est comme dire, oui, tout le monde peut l'apprécier, mais à un certain niveau. Alors là, est-ce que l'accessibilité, c'est d'apprécier? C'est-à-dire que, parce que comme je disais, tu peux l'apprécier pour simplement, exemple, on prend une peinture qui utilise, où l'artiste a utilisé des codes, des symboles, il fait des référents que le spectateur peut comprendre ou non. Pour moi, ça ne change en rien le fait qu'il peut l'apprécier ou non. C'est-à-dire que pour moi, c'est complètement distinct. Mm-hmm. Il peut l'apprécier parce qu'il aime la couleur. C'est ça. Il aime le format, il aime la texture, il va apprécier le coup de pinceau, tout ce qui est esthétique. Après ça, il peut même apprécier, si mettons, il y a des connaissances un peu en composition ou tout ça, il peut apprécier la composition dans l'œuvre. Le point de fuite, le côté, vraiment, encore une fois, le côté technique. Il peut apprécier ça sans nécessairement comprendre tous les référents. Mm-hmm. Et c'est là pour moi où ma question, c'était un peu à quel point est-ce que c'est important de comprendre tous les référents dans une œuvre. Mm-hmm. C'est ça, je te pose la question parce que vraiment... je pense que c'est là où est-ce que moi puis toi, on diffère un peu sur le sujet parce que pour moi, de connaître comme les connaissances artistiques de ces codes-là qu'on a parlé tantôt, je pense qu'on est capable des accéder en tout temps avec la technologie d'aujourd'hui. Alors je me dis, mais si t'es capable de prendre l'information, tu peux comprendre l'œuvre comme tu veux, au 1er degré, 2e degré, 3e degré. Mais c'est là que
toi, t'étais comme, mais non, si tu connais pas, mais là, tu peux pas l'apprécier tout de suite. En fait, ce que je disais, c'est que pour remettre les gens dans le Oui, contexte, c'est vrai. on en a parlé un petit peu avant le podcast, puis on disait que je dissocie finalement le côté accessible d'une œuvre à l'accessibilité à l'information. Ça veut dire que là où on avait un différent, c'est que moi, je disais, la personne qui n'a pas les codes va pas trouver l'œuvre accessible, donc cette œuvre-là ne sera pas nécessairement accessible. Mm. Ensuite, oui, il y a accès à l'information pour trouver les codes. Ouais. Mais là, c'est là où ça rend pas l'œuvre, selon moi, accessible, c'est l'information qui est accessible. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, ben, il n'ira pas chercher l'information, même si l'information est accessible. Ouais. Par exemple, un exemple concret, là, si par exemple j'arrive dans un musée, je suis face à une œuvre, une sculpture. Mm. Je ressens rien, j'ai aucun... Ça vient pas chercher en moi aucune émotion, vraiment. Je vois pas l'intérêt. Je la comprends pas non plus. Peut-être, probablement parce que j'ai pas les codes, ou pour autre raison, là, peu importe. Mais j'aurais pas l'intérêt à aller sur Internet ou dans les livres, essayer d'aller trouver, OK, pourquoi est-ce qu'il a mis tel matériau? Pourquoi est-ce qu'il a mis, l'artiste a choisi de faire ça de telle manière, puis d'essayer de comprendre. Parce que j'avais pas l'intérêt. Ouais. Et c'est là où, selon moi, je l'ai dissocié, c'est que vraiment, oui, l'information est accessible, mais si j'ai pas l'intérêt, j'irai pas chercher l'information, donc l'œuvre n'était pas accessible pour moi, pour ce public-là. Oui, exactement. Puis je pense que c'est sûr que tu dois avoir un intérêt pour aller chercher l'information. Mais pour moi, si l'information est accessible, l'œuvre en soi devient accessible. En partant de cette prémisse-là, à quel point c'est important de rejoindre un grand public? Parce que nécessairement, un artiste qui va utiliser énormément de référents, peu importe c'est sur quoi, ben c'est évident qu'il ne va pas rejoindre un aussi grand public qu'un artiste qui parlerait finalement d'une relation amoureuse ou une espèce de combat entre le bien et le mal. Donc, moi, ma question avec ça, c'était à quel point c'est important pour l'artiste de rejoindre un grand public. C'est certain que l'artiste qui utilise des codes hyper précis, des référents hyper précis, ne va pas rejoindre le même public que quelqu'un qui va parler d'amour ou de les relations interpersonnelles, ces choses-là. Puis, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait de lui un moins bon artiste? Tout ça, je pense que c'est des questions oui, non, absolument. Puis je pense que c'est là que ça devient genre vraiment un choix personnel en tant qu'artiste. Fais jamais quelque chose qui va contre ta nature. Puis c'est là que c'est comme, si toi, t'aimes créer des trucs esthétiques, vraiment comme tu développes peut-être moins des idées, mais tu es en train de réinventer certaines idées avec des anciennes œuvres de peintre, tout ça. Mais c'est ça que toi, tu fais. Puis à mon avis, c'est beaucoup plus esthétique à ce niveau-là. Oui, là, si tu commences à pousser ça puis à mettre justement comme des références plus pointues, mais là, tu vas à un autre niveau. Alors là, c'est un peu un mariage des deux, là, si tu veux le rendre à ce niveau-là. Mais là, si tu es vraiment en train de même pas réinventer, mais inventer quelque chose avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pointues, mais là, tu t'en fous un peu du public, là. Là, c'est vraiment genre, c'est toi et l'œuvre. Ou du moins, tu es conscient que tu vas toucher un public plus restreint. Puis ça, c'est vraiment un choix en tant qu'artiste. Pour aller dans la même avenue un petit peu, des fois, j'ai l'impression que les artistes qui vont justement repousser les limites, qui vont utiliser, soit qui vont essayer de trouver une nouvelle technique ou de se réapproprier, mélanger un peu des différentes techniques qui ont été utilisées par le passé pour créer quelque chose de peut-être nouveau. C'est eux, selon moi, qui font avancer l'art ou qui font avancer leur médium en prenant des risques. Oui. Mais ces gens-là, nécessairement, c'est eux qui plaisent à un très petit nombre de personnes. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est quand on voit, par exemple, des techniques ou des artistes qui étaient hyper nichés à leur époque, aujourd'hui repris par des grosses compagnies, par la pub, tout ça, qui font en sorte que ça devient une nouvelle norme. On voit ça dans le cinéma, on voit ça dans la bouffe, on voit ça dans absolument tous les médiums. Puis, je trouve ça intéressant, mais en même temps, à quelque part, il faut que l'artiste prenne
le risque, mais il n'y a personne qui va le supporter jusqu'à temps que ce soit repris, si c'est repris. Exactement. C'est touché un peu parce que, d'une part, ça prend des artistes qui vont justement repousser les limites, utiliser les codes dont on parlait, pour peut-être qu'éventuellement, ça devienne un standard. Ah non, totalement. Puis on parlait, avant le podcast, moi, ce qui m'a vraiment comme bouleversée un peu, c'est d'avoir rentré dans un Forever 21. Puis que j'avais vu, genre, je pense, des bas de Jean-Michel Basquiat. Genre d'une œuvre quelconque de Jean-Michel Basquiat. Je me souviens plus c'était quoi, mais il y avait bien évidemment la couronne là, qui mettait beaucoup. Alors, tu sais, c'était bouleversant pour moi parce que cet artiste-là a été vraiment un pionnier dans le monde de l'art dans les années 80. Et puis, oui, il a été quand même très bien glorifié dans son temps, mais reste que il y a beaucoup de gens qui diraient peut-être que son art n'était pas accessible. Puis même à ce jour, il y a des gens qui sont comme... J'ai rencontré des gens qui regardent ses œuvres, sont comme, mais ça a l'air d'un enfant qui a dessiné ça, puis je trouve ça laid. Mais ce que je trouve beau, en même temps, c'est que le fait que Forever 21 ont décidé de faire des bas avec des couronnes dessus de Jean-Michel, ça l'a fait en sorte que là, on est en... Tu sais, comme c'est écrit Jean-Michel Basquiat sur le label, là, tu sais, ils font comme un petit genre premium, tu sais, Jean-Michel Basquiat. Édition limitée. C'est ça, édition limitée. Puis là, c'est comme, OK, Jean-Michel Basquiat a fait ça. La personne s'en fout. La personne, peut-être qui l'a acheté, était comme, oh, whatever. Mais il voit, à tous les fois qu'il met ces bas-là, la couronne. Alors là, quand il va rentrer dans un musée, puis il va peut-être voir une œuvre contemporaine avec la couronne de Jean-Michel Basquiat, ils vont faire genre, ah, oui, c'est mes bas, tu sais, puis comme... Il a comme compris le code sans s'en rendre compte, c'est finalement. ça. Puis c'est ça que je trouve cool, mais en même temps, c'est comme... Oh, tu sais, d'un point de vue d'un artiste, c'est comme... t'es comme un peu en train de détruire l'intégrité de l'œuvre. Ben aussi, je pense que t'as peut-être le côté comme d'appartenance. C'est comme, tu t'es réapproprié d'une manière... Qui a comme dénaturé un peu le truc du début. Puis là, t'es comme, oh non, ça c'était mon petit truc. Donc, je peux comprendre. Puis tu sais, comme, j'avais une amie qui avait déjà dit, genre, parce que moi, j'adore Frida Kahlo. À chaque fois que je dis, je me sens vraiment conne d'adorer Frida Kahlo. Mais je l'adore parce que c'était une femme, tu sais, qui a... Juste pour ça, ou? Ben, c'était une femme mexicaine qui a comme percé dans le monde des arts dans un temps où est-ce que les femmes étaient oppressées, puis elle a réussi à faire des œuvres puis de dépasser son mari, tu sais, au Mexique, tu sais, puis déjà comme même au Mexique en ce moment... Donc, tu salues plus la démarche que le travail en tant que tel. Oui, puis je pense, oui, je veux dire, j'aime bien, surtout quand j'étais adolescente, j'adorais ce qu'elle faisait. Maintenant, tu sais, je suis plus into d'autres choses, là, mais comme, toute la démarche, je pense que pour moi, maintenant, même, les œuvres des anciens artistes dans le temps moderne et même le début de l'art contemporain, c'est plus tant l'œuvre en soi que j'apprécie, mais ça devient plus les artistes, parce que, tu sais, de revoir et voir et voir et voir tout le temps la même œuvre, c'est cool, j'aime ça. J'aime comment ils ont peut-être poussé des barrières, mais là, je suis rendue quelque part d'autre, puis j'apprécie d'autres artistes qui poussent d'autres barrières. Puis c'est là que c'est ça que j'essaie de glorifier. Mais j'oublie pas tout ce qu'ils ont fait pour le monde de l'art. Puis c'est là que je suis comme fangirl de Frida Kahlo, parce qu'elle a tellement fait pour les femmes peintres dans le monde de l'art. Ouais, je comprends. Mais, oui, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que mon ami disait, genre... il travaillait dans une shop à tattoo, puis il disait genre ouais, tu vas juste être une autre white girl qui se fait tatouer genre le portrait de Frida Kahlo. Puis tu sais, c'est comme ouais, oui, j'aimerais ça me faire tatouer le portrait de Frida Kahlo. Puis je suis comme c'est bien, genre c'est aussi pire que les bas de Basquiat, tu sais, c'est comme... Parce que ça devient comme un trademark. De mode ou un... Ouais, non, carrément. C'est ça, carrément. Mais pourtant, genre, je l'adore, là, puis je veux juste la respecter. Je suis comme...
faudrait que je tatoue quelque chose d'autre qui la représente. Mais moi, j'adore sa face parce que c'est tellement genre, oui, ça, c'est Frida Kahlo, puis les gens savent c'est qui. Mais pourquoi le besoin de te le tatouer? Pour y faire... Ben moi, les tatous, beaucoup de mes tatous, c'est pour faire... c'est comme pour vénérer un peu le sujet que j'ai tatoué, là. OK. Puis c'est comme pour porter hommage à Frida Kahlo. Son visage, c'est... Tu sais, tout le monde connaît son sourcil, tout le monde... Beaucoup de gens vont peut-être pas connaître son nom, mais ils l'ont déjà vu. Mhm. Puis je veux être sûre que tout le monde sait c'est qui, parce que je trouve qu'elle était vraiment pionnier pour les femmes. Je comprends. Mais puis c'est là que, genre, c'est autant pour, comme j'ai dit, je fais la même chose avec mon tatou de Frida Kahlo. C'est comme, moi, je suis en train de bastardiser son autoportrait, mais en même temps, maintenant, tout le monde qui voit, genre, son portrait sur moi va faire genre, « Ah ouais! » Puis là, quand ils vont voir une œuvre qui ressemble un peu au portrait de Frida Kahlo, ça va être comme, « Ah, OK, ouais, c'est un peu comme l'artiste Sajan Madiane, tu sais. » Je veux juste dire, je sais pas encore ce tatou, Ok. mais c'est éventuel. Ça a des bons points de faire ça, mais en tant qu'artiste, c'est définitivement difficile pour moi de voir comme quelque chose, comme l'industrie, juste comme le prendre puis le mettre comme un ad. Mhm. Je pense qu'on en a un peu parlé, mais pourquoi est-ce que tu penses que, disons, le musée d'art contemporain versus le musée des beaux-arts à Montréal, pourquoi est-ce que le musée des beaux-arts est plus achalandé que le musée d'art contemporain? Là, vraiment, là, je m'avance, mais j'ai l'impression peut-être qu'il prend moins de risques. Mm. C'est-à-dire que, un peu comme ce qu'on parlait tantôt, au niveau des codes, tout ça, c'est souvent des expositions qui vont être plus accessibles, justement, parce qu'ils vont toucher un plus grand nombre de personnes, parce qu'il y a plus de personnes qui vont pouvoir s'associer à ce qui est présent. Mhm. Ce qui est ce soit au niveau du sujet, Mhm. ça ne sera pas quelque chose d'hyper niché, vraiment très, très... qu'on a besoin de, tu sais, vraiment d'avoir une espèce de culture de l'art pour Mhm. pour comprendre l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est ça. Comme il prend moins de risques, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il va pouvoir attirer plus de personnes. Ouais. Mais cela étant dit, ils ont commencé parce que moi, je me souviens du musée des beaux-arts quand j'étais plus jeune, quand j'y allais, c'était vraiment pour voir des œuvres un peu plus modernes, des artistes qui ont vraiment touché l'histoire comme autant moderne, Renaissance, baroque, comme toutes les époques avant contemporain. Et puis C'était le musée plate, non? c'était... Je vais pas dire ça. Mais c'était juste comme... Je pense pas que c'était plate pour moi quand j'étais plus jeune, juste parce qu'on dirait que c'est ça que ma famille prônait. Pour eux, l'art Mhm. contemporain, c'était pas l'art. C'est pas des artistes visuels, ma famille. Alors, Ok. pour eux, l'art contemporain, c'était pas l'art. Mais tu sais, l'art du musée des beaux-arts, c'était de l'art parce que c'était l'art, tu sais, genre académique. Pis ça. Exact. Alors, tu sais, pour moi, c'était comme, ah, OK, ouais, c'est cool. Mais là, de plus en plus, ils mettent des œuvres modernes, puis contemporaines. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool de la part du Musée des Beaux-Arts, c'est de prôner ça. Parce que là, ça amène un nouvel éventail pour la compréhension des codes. Mais tu deviens aussi éventuel. plus pertinent, là, j'ai l'impression, parce que si tu focuses uniquement sur une période en particulier, ou si tu arrêtes de présenter les œuvres passées, disons les œuvres à partir des années 40, tout ce qui est plus récent, tu le présentes pas, nécessairement, je pense que tu deviens vraiment pas vraiment pertinent en tant que musée des beaux-arts. Oui. Fait que c'est important justement qu'ils se renouvellent puis qu'on ait des trucs plus actuels également. Puis comme tu dis aussi, pour instruire les gens, leur donner la chance justement les challenger à quelque part, là, qu'ils puissent acquérir des nouveaux codes, acquérir des nouvelles connaissances. Puis c'est drôle parce que ça me faisait penser aussi, un peu comme avec n'importe quoi, un passionné, quelqu'un qui s'intéresse à la musique par exemple. Il va pas commencer avec du free jazz ou avec du noise ou quelque chose d'hyper niché. Non. C'est quelque chose qui, comme n'importe quoi, ton goût se développe. Oui. Tu commences avec quelque chose, tu accroches avec un style. Ah, OK, parfait. Ça, j'aime ça. Ça vient me chercher. Là, après, je veux plus. Ouais. Je veux en apprendre davantage. Puis là, ton goût se développe. Je pense qu'en art, c'est pareil.
il y a quelque chose, à un moment donné dans ta vie, peu importe c'est quel artiste, qui t'a accroché, puis après ça, tu t'es dit, j'en veux plus, je veux découvrir plus. Puis là, oh mon Dieu, lui, j'ai compris la référence, il fait référence à telle chose. Ouais. Puis là, après ça, et de fil en aiguille, tu te mets à avoir des connaissances vraiment approfondies, à connaître les codes, mais aussi à avoir une culture de l'art Mais plus j'ai une importante. question, Vas-y là, donc. personnelle. OK, vas-y. Toi, Jean-Seb, c'est quel artiste qui t'a fait accrocher alors pour éventuellement connaître plus de codes? C'est drôle parce que justement, moi, c'est vraiment Pollock. C'est Pollock? Ouais, vraiment. Ah Vraiment. ouais! C'est Pollock, puis t'avais quel âge? Mon Dieu, je devais avoir... c'est une bonne question, je sais pas, peut-être 14-15 ans. là. 14-15 ans, puis Environ. comment tu l'as trouvé? Comment que t'as tombé sur Pollock? C'était-tu un C'est- cours d'art ou Non, c'était... même pas. C'est assez drôle. Moi, j'étais fan de cinéma depuis Mm. très, très tôt. Je le suis encore, d'ailleurs. OK. Mais il y avait justement un club vidéo qui fermait ou qui se débarrassait des VHS, plutôt. Puis il y avait un film qui s'appelait Who the fuck is Jackson Pollock? Ah. Puis ça m'avait vraiment attiré. Puis premièrement, le nom, je veux dire, t'es Ouais, jeune. ben, t'as tu dis, 14 ah, ans, t'es comme yo. c'est fuck dans le edgy. temps. Ouais, exactement. Puis je pense que c'était comme 50 sous ou $1, quelque chose comme ça. Fait que je l'achète, je l'écoute. J'avais aucune connaissance en peinture. Mm. Puis ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné. Premièrement, justement, l'histoire. Grosso modo, là, c'est plus ou moins important, mais c'est l'histoire de... Je sais pas si tu connais Who the fuck is Jackson Pollock? Non, je connais pas le film, Ok, mais ok. je veux dire, je connais Ouais, très Jackson. bien l'histoire de Jackson Pollock. Ok. là. Mais en gros, c'est une femme qui achète une toile dans un genre de thrift store. Là, puis, elle n'a aucune idée de ce qu'elle achète, mais elle trouve la toile belle, Mhm. qui est un peu un lien avec l'accessibilité, d'ailleurs, là, Mhm. pendant que je pense. Puis finalement, elle reçoit de la visite un jour, puis elle dit, la personne reconnaît l'œuvre. Mais en fait, elle reconnaît pas l'œuvre en tant que telle, mais le style. Puis c'était du dripping à la Jackson Pollock, comme Mhm, tout le monde mhm. connaît. Puis il dit, mais mon Dieu, je pense que tu as un Jackson Pollock. Mm. Puis il voit que c'est pas une reproduction, c'est vraiment de la peinture, c'est pas un print, c'est vraiment un original. Puis, mais il est pas signé. Puis finalement, c'est ça, il lui dit, je pense que tu as un original, Jackson, ça pourrait être un original, peut-être Jackson Pollock. Puis elle dit, who the fuck is Jackson Pollock? Parce qu'elle a acheté ça parce qu'elle trouvait ça beau, elle a mis ça, elle habite dans un trailer park. Elle habite dans un trailer park. Ouais. OK. Donc, tu sais, c'est une femme qui est Ça, très c'est pauvre. pas. Ça, puis c'est totalement basé. C'est comme un. C'est juste un. c'est un documentaire, carrément. C'est Ah, une histoire vraie. c'est une Ouais, histoire vraie. Oui, c'est pas une fiction, là. Oh, Il y a vraiment une shit, femme ok. qui a trouvé cette toile-là dans un thrift store. Qui a un je pense que c'est un membre de la famille, je sais pas quoi, qui la visitait. Elle dit, je pense que tu as un Jackson Pollock. Oh my God. Elle avait aucune idée c'était qui. Ils ont fait des recherches. C'était un original Jackson Pollock qui avait été donné. Ils ont réussi finalement à retracer de où ça venait. Mhm. Qui faisait partie... Aucun collectionneur était au courant de cette production-là parce Mm. qu'il l'avait donné. Puis justement, si tu lis ou si tu regardes des films sur la vie de Jackson Pollock, il avait tendance à payer soit de la bouffe ou de l'alcool avec des toiles. Mhm. Et c'est probablement comme ça que ça s'est retrouvé Ouais. un jour-là. Donc, ça n'a jamais été répertorié. Mais finalement, elle a eu des millions pour la toile, ultimement. Donc là, elle ne vit plus dans le trailer park. Bonne nouvelle. Mais Ouais. c'est comme ça que j'ai accroché parce que j'ai découvert ce peintre-là qui, moi, est venu me chercher. Mm. Là, je me suis mis justement à m'instruire un peu plus sur Jackson, à écouter des films sur sa vie, tout ça. Je me suis vraiment retrouvé adolescent à triper sur son mode de vie, à triper sur la vie d'artiste, si on veut. Ouais. L'espèce Un peu de romantique. liberté. Là. Ah, hyper romantique, là, vraiment. Mais c'est là que tu avais commencé à triper sur l'art, comme avant ça, Ouais. tu faisais pas vraiment de photos ou dessins, des trucs comme ça? J'ai toujours fait du dessin, mais je voyais pas ça comme... Oui, je comprends. Oui. Ouais, tu sais, c'était vraiment... j'ai toujours aimé les trucs créatifs, Mhm. mais je viens zéro d'un milieu artistique. Mes parents m'emmenaient Ouais. pas au musée, ils allaient pas au Mhm. musée, tout ça. Donc, c'était vraiment juste, pour moi, c'était du bricolage. Ouais. Tu sais, c'était pas de l'art. J'avais aucune connaissance sur ça. Et là, ça a été mon premier pas. Mhm. Après, oui, je faisais de la photo très jeune aussi, mais pour les mêmes raisons. Pour moi, c'était Ouais. le trip d'être en chambre noire, l'image qui apparaît sur le papier, tout Ouais. ça, c'était un peu de la magie. Là. Tu sais, c'était pas de l'art pour moi. Mais je pense que ça, c'est important de passer par ça parce que
si tu trouves pas ça magique ou, tu sais, juste de créer une œuvre, puis là, juste de regarder des couleurs se mélanger dans l'eau, s'il y a un aspect là-dedans que tu trouves pas cool, puis c'est les bases de quand oui. tu trouves un intérêt, mais tu vas sûrement pas aller vraiment pousser la note, là. Exact. Alors, mais je suis vraiment contente. Je t'ai jamais posé cette Non, question-là c'est dans vrai, toutes les c'est années. vrai. Puis toi, de- c'est arrivé comment? Je suis curieux. Je suis comme toi, j'aimais vraiment beaucoup dessiner puis faire du bricolage à un très jeune âge. Puis moi, j'ai été chanceuse. Ma famille proche là, de frères et sœurs, ma mère, mon Mhm. père, aucunement artistique, là, zéro et une barre. Mais moi, je passais mes étés chez ma tante Carole. Shout out to ma tante Carole puis mon oncle Gilbert qui était genre Shout-out Manon Gilbert. mon oncle Gilbert, ouais, qui était un artiste. Puis ma tante Carole aussi, ma tante, elle peignait. C'était vraiment une hippie dans l'âme, ma tante Carole. Là. En tout cas, elle peignait beaucoup quand elle était plus jeune, dans sa vingtaine. Et puis, j'allais passer des étés là-bas, puis il me faisait faire de l'art. OK? Puis c'était comme, waouh, j'ai pas le droit de faire ça chez moi. Genre, si je tâche quelque chose, tu sais. Alors, je faisais beaucoup d'art avec eux. Mais lorsque j'ai commencé à vraiment me pousser à faire plus d'art, c'est quand j'avais 15 ans, j'avais un cours d'anglais, puis il fallait qu'on fasse un genre de recherche PowerPoint sur un artiste. Mon prof d'anglais nous avait demandé de faire ça. Alors, ouais, Mr. Bogue nous avait demandé à faire une recherche sur un artiste, puis j'avais pris Van Gogh. Je pense que la raison que j'étais aussi attirée à Van Gogh, c'est parce qu'il faisait rien de super, genre, défini. Tu sais, c'était tous des petits traits, puis c'était des couleurs vives. Ouais. Puis je me souviens, j'étais comme « wow ». T'as accroché sur ça. J'avais vraiment accroché là-dessus parce que dans ma famille, qui n'étaient pas des artistes à part mon oncle et ma tante, qui poussaient un peu n'importe quoi quand ça venait aux arts. Là. Ils disaient jamais que c'était là. Ah, ça c'est intéressant. Vraiment genre... Vraiment hippie, là. Vraiment parents fantastiques pour pousser un artiste. OK. Mais moi, ma mère, qui était beaucoup plus genre, mais il faut que ça soit réaliste, tu sais, vraiment, il prônait le réalisme. Puis un enfant, à moins que tu dessines à tous les jours ou que tu as un talent genre incroyable, c'est dur de créer quelque chose de réaliste. Alors oui, je dessinais tout le temps, puis j'essayais du mieux que je pouvais, mais c'était jamais assez réaliste pour ma mère. C'était pas comme une photo, tu sais. C'est drôle parce que, je m'excuse de te couper, là, mais plus je t'écoute parler sur ça, plus je comprends les choses, parce que les gens ne le savent pas, mais on est allés au cégep en art ensemble. Non, attends, tu vas comprendre où je m'en vais. Puis je viens d'avoir un flash de quand on s'est rencontrés dans les premiers jours au cégep en art. Tu m'avais dit, moi, je fais du réalisme. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, tu faisais beaucoup de portraits, puis c'était toujours des portraits C'était hyper bon réalistes. quand même, là. Oui, Ouais. mais avec ce que tu viens d'expliquer, avec ton background familial, tout ça, je comprends mieux. Puis je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, tu fais zéro du figuratif. C'est que de l'abstrait. Fait que je suis comme, OK, ouais, OK. Je vois le parcours, là. Je vois l'influence familiale, puis l'espèce de fuck you à un moment donné qui fait, non, moi, ce que je fais, c'est pas ça. Ouais, exact. Puis c'est ça. Alors là, genre, c'était comme de trouver un artiste qui était vraiment académique, là. Je veux dire, Van Gogh a passé dans l'art académique parce que lui a vraiment... C'est lui qui a comme un peu exploré les couleurs vives. Puis qui a montré les valeurs et l'importance de la couleur dans une toile, puis qu'il fallait pas que ce soit genre totalement... tu sais, c'est de l'impressionnisme, là, tu sais, à ce niveau-là. L'accumulation de traits aussi, le geste, la ligne. Puis là, j'étais capable de reproduire ses œuvres. OK. Comme là, je prenais... Parce qu'en plus, j'avais pas le droit de peinture chez moi, là. En tout cas. Alors, je prenais genre mes vieux genre crayons de cire, puis je reproduisais des Van Gogh dans ma chambre tard le soir. Puis j'étais comme, ouais, puis j'étais capable de le faire, puis je trouvais ça beau, puis tu sais, j'étais comme, wow, OK. Alors là, en plus, il fallait que je fasse sa recherche. Alors là, je connaissais tout à propos de Van Gogh, puis c'est là que j'ai fait comme, wow, j'adore les arts. Oh my God. Tu
tu sais, c'est pas T'as juste... accroché avec cet artiste-là. Puis c'est là aussi qu'il venait, genre, c'est pas juste l'œuvre, mais c'est l'artiste, son cheminement, puis c'est grâce à lui qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu dans l'art. Tu sais, ça a été formé à ce moment-là, cette pensée. Tu as toujours eu un intérêt sur l'artiste derrière l'œuvre, Oui. quand même. Oui. Ça n'a jamais été, exemple, cette toile-là, je l'adore, ou ce travail-là, je l'adore. Puis, tu as toujours eu le besoin de connaître un peu plus. Oui, j'ai celui toujours qui eu l'a le fait, besoin. Je veux dire, je vais quand même apprécier une œuvre, même si c'était comme la seule toile que cette personne-là a faite. Tu sais, c'est pas tant important, mais comme, oui, c'est sûr que après avoir vu une œuvre que j'aime, je vais aller faire des recherches sur l'artiste pour mieux comprendre aussi pourquoi il l'a fait. Tu sais, les codes qu'on parlait tantôt, oui, il y a des codes comme académiques, mais moi, je trouve qu'il y a aussi des codes personnels que on ne pourra jamais vraiment savoir à moins de faire toute la recherche sur la personne. Totalement. Parce qu'il y a aussi transpercer. les codes, les référents, c'est infini. Là. Tu as des référents sur la culture populaire, des référents religieux, tu as des référents sur tellement de choses. C'est ça que je trouve beau aussi, c'est que il n'y a comme pas de limite. Tu peux t'arrêter au premier degré si on veut, puis d'apprécier l'œuvre, je ressens quelque chose ou je ressens rien. Ça va. Oui, exact. C'est aussi valable que de justement creuser, essayer de comprendre l'artiste, essayer de voir pourquoi il a utilisé ce symbole-là, pourquoi il a utilisé cette forme-là, la couleur. Tu peux tellement pousser, puis c'est ça que je trouve qui est complexe, mais qui est aussi tellement intéressant, c'est que c'est infini. Là. Tu peux analyser une œuvre sous 1000 angles différents. Puis c'est là que, tu sais, quand j'ai dit que l'art est accessible à toutes, puis toi que tu dis, ben c'est plutôt l'information, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste moi, je le dis pas de même. Non, je comprends. Mais tu as absolument question, raison. Linguistique. Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment linguistique. On est d'accord sur le même point que l'information est accessible à tous. Puis si tu veux vraiment comprendre une œuvre dans un musée ou une galerie, tu as juste à faire la recherche nécessaire si tu le comprends pas prime abord. Puis cette information-là va te faire comprendre cette œuvre et d'autres œuvres dans le futur. Alors, c'est vraiment ton intérêt qui pousse tes connaissances, puis qui pousse si l'œuvre est accessible à toi. Je suis en train de penser, ça pourrait être intéressant si les grosses institutions, pas les galeries nécessairement, là, parce qu'eux ont un mandat beaucoup plus précis, mais les grosses institutions comme le Musée des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain, etc., si ils créaient des espèces de parcours progressifs. C'est-à-dire que on aurait, disons, une salle qui serait plus accessible, qui serait plus compréhensible par le plus grand nombre possible. Puis plus tu avances dans le musée, plus justement, c'est pour, un peu comme si on t'en donnait un peu plus. Tu veux aller plus loin? Pas de trouble. C'est vraiment va dans la prochaine salle. Puis là, après ça, OK, prochaine salle. Ah, OK. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont arrêter là, qui vont dire non, moi, je suis challengé en ce moment. Je peux pas vraiment en prendre plus. Mais que, tu sais, juste pour avoir une variété d'œuvres qui irait justement un peu comme je parlais du spectre tantôt, qui couvrirait tout le spectre. Parce que là où ça devient un peu problématique pour moi, c'est que là, c'est un peu du essai-erreur. Quelqu'un qui a un intérêt qui se dit « Ah tiens, on va aller au musée. » On rentre, si c'est tout dans le même spectre, il peut dire soit je vais adorer, soit c'est pas assez poussé pour moi, je reviendrai pas, mais c'est trop du essai-erreur, c'est un hit and miss. Ça se peut que tu tombes sur quelque chose que tu adores, ça se peut que tu tombes sur quelque chose que tu comprends pas du tout, et que tu vas arrêter là. Parce que tu vas te dire « Ah, mais là, si c'est ça l'art contemporain, moi, ça m'intéresse pas, je reviendrai pas. Je vais faire autre chose, la prochaine fois, je vais aller faire du go-kart. » Mais tu sais, c'est... Versus si on avait une espèce de progression. Non, mais c'est sérieux, Jean-Seb, là, on devrait faire ça, toi puis moi. Ah oui, partir un musée. Partir un musée. Quelle idée de fou. Non, mais sérieux, je pense que t'as absolument raison, puis on pourrait même le pousser plus en interaction, genre que, tu sais, ça commence par, genre, une petite activité du médium, tu sais, genre, de base, là. Comment que, genre, être capable de toucher la peinture dans une pièce, puis de comprendre, ou disons, peinture de photo, non. OK, là, les personnes ont compris, ont juste vu la magie, tu sais, qu'on parlait tantôt, la chambre noire. Exact. Les couleurs, bon, ils ont vu la magie.
Est-ce qu'ils ont un intérêt? Ben, poursuivons! Eh ben, c'est ça. Puis là, ils rentrent dans l'autre pièce. Là, ils voient justement le médium in his core value, comme c'est ça que ça donne quand tu commences. OK. Là, ils poussent encore plus loin. Est-ce que tu aimes toujours ça? Parce que je pense que ça pourrait devenir vraiment l'endroit idéal pour instruire les gens aussi. Ouais. Tu comprends? Pas nécessairement que ce soit exclusivement ça, Mhm. mais que quand tu arrives, tu aies la possibilité de. Mhm. Tu sais, vraiment dire, OK, est-ce que vous êtes déjà venu au musée auparavant? Non, c'est notre première fois, on était curieux. Mhm. Ah, mais écoutez, on a un parcours, on n'est pas obligé d'appeler ça un parcours, mais quand même, ça reste ça. Comme un parcours éducatif. Oui, exactement. Mm. Tu sais, pour vraiment un parcours d'initiation Mhm. à l'art contemporain ou à l'art en général. Ah, si c'est ta première fois, on vous invite à faire le parcours. Vous allez voir une panoplie vraiment. Puis tu sais, sans être un parcours physique, ça peut être interactif, comme tu disais. Ça peut être même virtuel. Ça peut. Ouais. Tu sais, exemple, j'ai un choix. Je te montre 10 œuvres de 10 époques ou de 10 mouvements différents. Des médiums différents, de la sculpture, de la photo, etc. Qu'est-ce qui est, comme ça, juste comme ça, sans aucun code, sans aucune connaissance, qu'est-ce qui t'attire? Ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Ah, parfait. Là, on t'amène un peu plus loin. Va voir telle salle. Ah, ben oui, ça, je trouve ça beau. OK, parfait. Tu sais, pour vraiment accrocher les gens. Ouais. Parce que je suis certain que dans la configuration actuelle des musées, il y a des gens qui pourraient être intéressés puis qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas venus au bon moment, ils n'ont pas vu la bonne expo. Ouais. Comme il y a des gens qui vont voir du théâtre, qui disent « Ah, moi, le théâtre, j'haïs ça. » Je m'excuse, mais c'est impossible que tu n'aimes zéro le théâtre. C'est ça, exactement, totalement. Puis je pense que tu as absolument raison. J'ai envie de dire que le Musée des Beaux-Arts font ça. Je sais qu'ils ont des expos comme disons des activités comme ça. Oui, il y a des cours aussi. Il y a des cours, il y a des... Tu sais, ils ont beaucoup d'affaires là-bas. Je te dirais que oui, ce serait un endroit idéal pour probablement apprendre ça, mais aussi, la façon que tu l'expliques, je pense qu'il n'y a rien comme ça. Dans le fond, faire comme un petit test. Je sais que souvent, tu peux faire un test, mais c'est souvent avec les gens plus jeunes. C'est pas tout à fait avec des adultes. Je pense même pas que les gens devraient payer pour ça. Je pense que ça devrait être pour donné. Le test, tu parles? Ou, Pour ou juste faire pour le musée en pour général? faire ce genre de parcours au musée, Ah, ben cette non, activité-là, ça devrait être comme quand tu vas faire une visite. Ça devrait être ça. Ça devrait être une expo. Comprends. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas... Oui, je comprends que oui, t'es en train de faire probablement... Tu pourrais faire une activité avec, puis tout ça, puis t'as des éducateurs, puis tout ça, mais... Parce que, tu sais, les musées de sciences, ils font ça. C'est vrai. Mais, tu sais, pourquoi on fait pas ça dans un musée d'art? C'est pas comme un musée d'histoire. Tu vas pas comme essayer de, genre, embarquer sur un cheval puis comprendre Napoléon, là. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Un musée d'art, c'est comme la science. Pourquoi est-ce qu'en science, on peut toucher, puis OK, c'est comme ça qu'un magnet fonctionne. Wow, OK, mais pourquoi qu'on fait pas ça en art? C'est comme si on s'attendait que les gens on peut déjà comprendre l'art sans avoir de background, justement, sans avoir les codes, comme on parlait, mais que la science, non, effectivement, la science, là, il va falloir les tenir un peu par la main. Ouais, non, mais l'art aussi, là. Oui, absolument. Alors, je pense qu'on va arrêter là. Je pense on va bien conclure qu'on est d'accord sur le fait que l'information est accessible, mais que peut-être l'art en soi contemporain n'est pas accessible au premier regard. Ouais. Ou du moins, comme on disait, que c'est un peu une attrape là, comme question, qu'il y a un spectre énorme, mais qu'effectivement, c'est plus l'information qui est accessible. Mais moi, j'aimerais demander aux... pas spectateurs, mais aux auditeurs. Aux auditeurs, est-ce que vous pensez que l'art contemporain est accessible aujourd'hui? Et puis aussi, c'était qui vous a influencé à aller vers les arts? Quel artiste vous a influencé à aller vers les arts? Parce que je pense que c'est là que ça vient. Hein? Allez me voir à Art Commercial Diane Rose pour Instagram. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, JSscraire sur Instagram, jscraire.com pour mon site et heliographe.com pour découvrir des artistes photographes du Canada.